bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, nous avons l'immense joie de recevoir Maïté Villacampa. Bonsoir Maïté, comment allez-vous? Bonsoir Nathalie, ça va très bien, merci. Alors, on vous reçoit ce soir pour une trilogie qui s'appelle la trilogie d'Osuna, qui est sortie aux éditions Unicité. Et qui de mieux que pour vous interroger quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Cécile Landau, que je vous présente et qui est professeure de lettres modernes. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors ce soir, nous avons deux librairies partenaires. Nous avons la librairie Les Oiseaux Rares à Paris et le Roi Lire à Sceaux, une librairie que je crois que les deux librairies que vous connaissez bien, Maïté. Voilà, tout à fait, oui. Donc voilà, donc je vais les montrer. Alors j'en ai que deux sur moi, j'ai pas le temps, mais voilà, ils sont là. Il y en a un troisième qui est le premier. Donc Oui. le premier, ça s'appelle Les Faux Beaux Jours. Le deuxième, c'est Grand Mystère. Et le troisième, c'est Rue du Dragon. Mais alors avant de vous laisser discuter de cette trilogie, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Maïté par mon intermédiaire. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. C'est à vous. Merci. Bonsoir Maïté. Bonsoir Cécile. Donc on va attaquer. Oui. Qu'est-ce qui, à un moment dans ta vie, a motivé cette écriture? Alors, il y a eu plusieurs strates, on va dire. Un carnet que j'ai commencé à écrire quand j'avais 13 ans, suivi d'un journal que j'ai jamais lâché. Et puis ensuite, la rencontre avec une éditrice qui a était tout à fait partante pour publier le premier tome, et puis le deuxième tome, et puis le troisième n'était pas encore écrit, qu'elle m'a dit mais je le publie, parce que bon, elle a beaucoup aimé les deux précédents. Et donc ce manuscrit qui dormait dans mes tiroirs depuis longtemps s'est retrouvé au grand jour, avec 2 ans, 3 ans de travail pour tout reprendre. Et voilà, et ça a été un plaisir absolument énorme. D'accord. Et tu me parles donc de carnet, de journal. Du coup, où commence ou où s'arrête l'autobiographie et où commence l'autofiction pour toi? Alors en fait, tu fais bien de poser la question, parce que quand on parle d'autofiction, on dit toujours que c'est la biographie qui sert de matériau, Mhm. et qu'à partir de là, ça fictionne, c'est-à-dire qu'on va s'élancer dans un processus qui est de se décrocher un petit peu de la réalité réelle, et puis de se dire, bon, finalement, rien ne me retient, donc ma pensée, ma créativité, l'envie que j'ai de dire, de formuler les choses, je n'ai pas de raison de les retenir. Et donc, c'est en fait de la matière biographique qui se fictionne. Je peux pas, voilà, c'est tout simplement ça. Et, et c'est aussi une grande, grande liberté qui est d'écrire de cette manière-là. Oui, je vois bien. Et est-ce qu'il y a eu de grandes sources d'inspiration? Alors, les sources d'inspiration, je crois que la première grande source, c'était Anaïs Nin, dont j'ai dévoré le journal quand j'étais jeune ado, on dit pré-ado maintenant, bon. J'ai dévoré ce journal et ça m'a donné un tel élan en me disant, mais si une femme est capable d'aller si loin avec une introspection tellement libre, alors il faut pas se gêner, quoi. Si on a vraiment le désir de cheminer de cette façon-là, il faut y aller. Donc il y a eu effectivement Anaïs Nin, et puis un peu plus tard, il y a eu Virginia Woolf, et puis il y a eu aussi des hommes, pas que des femmes. Il y a eu Henri Miller, et il y a eu Paul Auster plus tard, et puis Louis-René Desforêts qui a écrit un livre qui s'appelle Ostinato, qui est absolument extraordinaire, mais vraiment, et qui est composé justement de paragraphes qui se suivent. Il n'y a pas de tête de chapitre, c'est une pensée qui se déroule. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment l'endroit où moi j'avais envie d'aller. Cette fluidité et cette écriture qui n'était pas cloisonnée. Voilà. D'accord. Et du coup, ça vient à ma deuxième question, à ma question suivante.
Est-ce qu'on va parler de surgissement de réminiscence ou de travail d'introspection, puisque tu parles d'écrire au fil de la Oui. pensée? Disons qu'il y a surgissement forcément, puisque quand il y a, heu, quand il y a le moment de l'écriture, il y a quelque chose qui se passe et qui est une sorte de suspens, un moment où, on laisse venir, enfin où moi j'ai envie de laisser venir ce qui se présente et qui est de l'ordre du surgissement. Qu'est-ce qui surgit? Ce sont des souvenirs, ce sont mais des souvenirs pas seulement, c'est pas seulement une mémoire d'événements, c'est surtout, dans ce que j'ai envie d'écrire, des moments de sensations, de pulsions, qui deviennent vraiment, des choses très concrètes. C'est-à-dire si je me mets dans le souvenir d'une sensation, je l'éprouve à nouveau et alors là, il y a effectivement du surgissement, mais il y a surtout une réinvention du moment où je l'ai vécu, puisque ce moment n'existe plus, et en même temps, il existe par l'écriture complètement. Il est à nouveau revivifié. D'accord. Et tu parles de sensations et moi en lisant tes 3 volumes, j'ai vraiment eu l'impression de pénétrer un univers, sensoriel, je te l'ai déjà dit aussi, voire sensuel, où, tout fait sens, tout est sens. Et comment est-ce que tu approches cette mémoire des sens? Je ne sais pas si je l'approche, je pense qu'elle est là depuis toujours. C'est-à-dire je suis née avec et je suis née avec une espèce de côté vibratoire Mmh. qui fait que, j'ai l'impression depuis toujours d'être dans un bain d'éléments différents, voilà, et que ces éléments, j'ai juste à m'y conformer, à entrer en contact avec Mmh. pour qu'ils deviennent, pour qu'ils me parlent et pour qu'on puisse communiquer, voilà. Si c'est de l'air, si c'est de l'eau, si c'est du vent, si c'est une fraîcheur sur ma peau à la plage, si c'est, je ne sais pas, des nuages noirs qui arrivent, tout ça, heu, ce sont des moments d'intensité en fait, ce sont des points d'intensité dans la vie, quotidienne. Ce sont des moments qui sont des points d'intensité, toutes ces sensations et ces sens. Donc effectivement, tout peut faire sens à ce Mmh. moment-là. D'accord. Voilà, parce que tout est vivant. C'est un petit peu ça qui OK. qui arrive. Et il me semble vraiment que ton écriture est avant tout poétique. D'ailleurs, tu écris aussi de la poésie. Et tu peux un petit peu nous parler de cette caractéristique dans ces 3 volumes. Comment tu as fait venir cette poétique dans du roman? Alors déjà, j'aime pas expliquer les choses, j'aime pas trop expliquer. Donc déjà là, l'exercice qu'on est en train de faire, c'est pas très facile parce que, je dois quand même essayer de rendre clair, des choses qui ne le sont pas forcément, même pour moi. Mais, en fait, quand on dit écriture poétique, ça me fait un petit peu la même impression que quand on dit écriture engagée, c'est-à-dire c'est des adjectifs qui qualifient une écriture, mais est-ce qu'une écriture a besoin tellement d'être qualifiée? Je ne sais pas. En tout Mmh. cas, écriture poétique, pour moi, ça serait une écriture qui ne souhaite plus être dans le cloisonnement, Mmh. qui ne cherche plus à expliquer du tout. C'est-à-dire que si je parle d'une chose, si je parle d'une sensation, d'une émotion, d'un sentiment, je vais essayer d'être dedans, mais je ne vais pas essayer d'expliquer ce qui m'arrive. Ça, c'est pour moi très, très important, D'accord. de me passer d'explications. OK. C'est vrai que c'est ce que j'appelle toujours chez toi, cette écriture de l'implicite. Oui, Tu effleures les choses, avant pas avant, au lieu de les nommer, de les citer, franchement et et pourtant les choses sont là et on les ressent avec toi évidemment puisqu'on a toute cette écriture, complètement oui. sensorielle.
Et Oui. un autre point aussi, on a vraiment sur ces 3 volumes une impression de non-temporalité, en tout cas pas d'ordre temporel. On est sur une chronologie déstructurée. Et comment tu travailles ton montage, toi, après tout ça? Voilà, c'est tout à fait une histoire de montage. En fait, il n'y a pas de chronologie à proprement parler, puisque ce qui surgit, ce sont des éléments de la vie auxquels je fais référence et pour lesquels je trouve un lien. C'est un tissage. Il y a un fil par là, un autre fil par là, ils ont des couleurs, ces fils, et ça constitue un tissage. Et donc, par rapport à l'écriture, toutes ces couleurs différentes constituent une trame et il va falloir faire un montage pour que le fil en question entre tous ces fils et les couleurs commencent à constituer un sens, c'est-à-dire qu'il y ait une fluidité et qu'il y ait quelque chose qui entraîne une phrase après l'autre, un fragment après l'autre, puisque c'est une écriture du fragment. Et voilà, et ces différents fragments qui se succèdent constituent effectivement la trame du tissu en question. D'accord. Ok, donc tu vois ton écriture comme une écriture fragmentaire. C'est une écriture constituée de fragments, comme des phrases musicales. Il y a une phrase, il y a une autre, il y a une autre. Ce n'est pas complètement de la musique concrète parce que c'est difficile à écouter peut-être. Mais ce qui est concret, c'est le montage. C'est le montage qui fait qu'il y a une histoire, un récit, un film, des images qui prennent corps. C'est une histoire de montage. D'accord. Ok. Donc ça fait que tout se tient et tout continue. Oui. Ok. Au niveau des thématiques maintenant, on va peut-être aborder ta grande rencontre avec la danse. Oui. Ta rencontre, mais qui est aussi surtout celle d'Ozuna, ton personnage. Oui. Puisque Ozuna, au-delà du mouvement, recherche vraiment une expression de la liberté, voire, tu me diras si je me trompe, si je ne vais pas trop loin, d'une certaine spiritualité. Alors, parle-nous un petit peu ton rapport au corps, en fait, que l'on voit apparaître là dans la danse. Oui. En fait, la danse, elle m'a donné la conviction que tout se passait dans mon corps, dans le corps, que le corps était le réceptacle de tout ce qui est vivant. Et que s'il y a de l'esprit, l'esprit, il est dans le corps, il est dans le mouvement, il est dans la dynamique, il est dans l'inconnu aussi, parce que quand on fait un mouvement en entraîne un autre et on n'a pas une chorégraphie intérieure à l'avance. C'est le corps qui se meut d'une certaine façon. Et en fait, je me suis rendu compte que danser, c'était la possibilité de danser la vie, en fait. Danser la vie, danser les éléments, danser les émotions, danser la mort aussi. Parce que quand il est question de la mort de la grand-mère, Amachi, qui est une sorte de pivot central dans les 3 tomes, et une figure qui est là tout le temps, constamment, qui est comme une espèce de verticalité entre le ciel et la terre. C'est une dame qui est assez grosse, un peu impotente, et qui est là, qui est simplement une présence absolument incontournable. Voilà, et cette Amachi, qui, elle, ne bouge pas, et qui, elle, représente une sorte de pilier, permet aussi à Osuna, qui est une enfant qui grandit, etc., de tourner autour de cette présence stable et comme un, comment dire, elle est comme un mât en fait. Voilà. Et Osuna, elle se balade autour de ce mât dans la ville, dans son corps, à la découverte des premiers petits seins qui pointent, etc. Enfin, je trouve que, j'ai trouvé dans l'écriture en fait
la nécessité de cette polarité du fixe et du mouvement. Le fixe, c'est Hamachi, et le mouvement, c'est tout ce que vit Osuna en prenant conscience des choses, en rencontrant des choses, des gens, voilà, en menant sa vie en fait. D'accord. Et justement, par rapport à ce qu'elle vit, Osuna, dès le début, dès le premier volume, Osuna attend. On sent que cette petite fille, elle attend et elle tend vers quelque chose qu'elle ressent, mais qu'elle ne comprend pas, que tu ne nous expliques pas. C'est encore effleuré, c'est tout dans l'implicite, l'indicible même. Oui. Elle fait preuve d'une grande impatience pour sa vie future. On sent qu'elle attend l'amour, elle attend la découverte. Est-ce que la danse, oui, justement, peut amener, tu penses, à cette entièreté de la vie? Puisque tu disais que la danse, elle englobe finalement la vie et même la mort. Et tu crois vraiment que la danse nous permet d'accéder à cette entièreté? Oui, parce que le corps ne ment pas. Quand le corps danse, tout est dans l'instant du mouvement, tout est dedans. Donc l'invisible, le visible, le dissible, le pas dissible, il y a quelque chose qui est au-delà du corps et qui est en même temps dans le corps au moment de la danse, et qui est exactement une danse comme la danse de la vie. La vie est une danse en fait. C'est pour ça qu'on peut faire des montages, parce qu'il y a une chorégraphie qu'on ne connaît absolument pas, mais qui est intérieure, et que le mouvement révèle dans la danse, que l'écriture révèle dans l'écriture. Et c'est cette dynamique secrète qui devient une substance de vie et qui fait que quand on expérimente cette substance, elle est à la fois esprit, corps, elle est à la fois visible, invisible, elle est à la fois tout en fait. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça contient tous les sens. Et les sens aussi, L apostrophe, E, 2 S, E, N, C, E, voilà. Ça devient effectivement l'essentiel. Et Osuna, elle touche à ça à travers tout ce qu'elle découvre. Les orages, la lecture de Verlaine, et puis les fameuses, en lisant Verlaine un soir de grand orage, elle découvre ce que Verlaine raconte en parlant des retueries. Est-ce qu'il faut retuer la mémoire, les souvenirs? Pourquoi les retuer? Pour avancer. Parce que les tuer une première fois, des fois ça ne suffit pas, les fantômes reviennent. Et en fait, les retuer, ça veut dire vraiment, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas, même un souvenir très très puissant ne me tuera pas moi. Voilà. Et ces retueries sont une manière de dire à la mémoire, fais ton travail de mémoire, mais moi je fais mon travail de renaissance, de revivifier, faire en sorte que ma vie se revivifie et qu'elle n'en reste pas simplement à une mémoire, on va dire, passive, quoi. Dans le deuxième volume, c'est donc Grand Mystère. Oui. Et Grand Mystère, c'est aussi un titre d'un livre de Jacob Boehme, qui est un livre dont tu parles plusieurs fois dans ton autofiction. Donc, c'est un livre très, très important pour Osuna. Tu nous expliqueras pourquoi. Oui. Alors, expliquer, je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'expliquer. Je vais vous dire plutôt, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la bibliothèque de mon père, qui contenait des livres que je pouvais lire sans aucune restriction, il suffisait que je m'assieds devant la bibliothèque, que j'ouvre les portes de la bibliothèque et que je prenne les livres. Et il y avait donc 2 vieux tomes un peu à la couverture qui tenaient à peine, enfin, qui s'appelaient donc Mysterium Magnum, Grand Mystère, de Jacob Boehme. Moi, quand j'ai ouvert ces livres, c'est comme si j'ouvrais une boîte à secrets, parce que je lisais des choses, mais je ne les comprenais pas. Simplement, je me sentais en adéquation avec ce que ce Jacob Boehme, qui était un mystique, disait. Enfin, il parlait justement du fait que rien n'était séparé.
entre visible, invisible, etc. Rien n'était séparé. Et j'ai pas tout lu, enfin je lisais des fragments comme ça, j'ouvrais au petit bonheur les pages, je tombais sur des fragments et ces fragments me parlaient complètement. Donc je les notais dans mon journal et des années après, quand j'ai ouvert mes journaux correspondant à ces périodes-là, j'ai retrouvé ces fragments de Jacob Böhm, j'ai trouvé ça incroyablement proche et l'autre, enfin, le complément d'histoire, c'est que quand j'ai rencontré Max, le fameux Max au lycée qui était un fou génial, on va dire, dont je suis tombée un peu amoureuse, Max avait ces 2 volumes dans sa cave, enfin dans cette espèce de turne absolument incroyable où il pouvait tout se passer. Et il avait ces mêmes livres près de son lit, quoi. Je vois les mêmes livres et je lui dis, mais comment se fait-il? Où les as-tu trouvés? Et en fait, lui était dans la mystique, il était dans ce type de recherche-là, il était dans Artaud, dans tout ça. Et moi, j'ai découvert, grâce à Max, avec qui je pouvais parler, avec mon père, je ne pouvais pas tellement parler. Mais grâce à Max, j'ai pu ouvrir mon questionnement, lui en parler, et me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ce monde qui est tellement difficile à comprendre et en même temps avec lequel je me sens tellement à l'aise. Voilà. Voilà, donc grand mystère, oui, le grand mystère de la vie, en fait, des rencontres aussi. Et à travers tes livres, on ressent tout ce mysticisme, justement. Et parfois, moi, je me demande en effet à quel point dans la vie, Ozuna, qui a cherché et une vie pleine et qui a cherché aussi des liens avec la mort, puisque quand elle danse, elle cherche, elle le dit à son professeur, elle cherche à être en lien avec Amachi qui est décédé. Oui. Il y a toute cette dimension complètement mystique, mais est-ce que tu fais toi un lien avec le divin ou pas du tout? Moi, La part de Dieu dans tout ça. ouais, ben, je l'ai rarement appelé Dieu, sauf pour lui demander d'où était venu son nom, si c'était lui-même qui se l'était donné ou si... Bon, c'est un peu une manière de dire que, en fait, s'il y a du divin, c'est parce qu'il y a de l'individuel. S'il y a de la spiritualité, c'est parce qu'il y a du corps. Si il y a une figure comme Dieu, c'est qu'il y a de la présence. Et je pense, pour ma part, que c'est cette histoire de présence qui a été tellement, tellement importante dans la tristesse. Bon, mes frères étaient restés à Paris exactement comme dans l'histoire d'Osuna. Hein. Osuna, elle part d'Ivry avec ses parents, sa grand-mère, parce qu'elle est tout le temps malade à Ivry. Et ses frères restent à Ivry. Donc, il y a une très grande séparation qu'elle va vivre, un peu comme un exil. Et en fait, s'il y a du divin, il y a aussi beaucoup de souffrance. Il y a aussi un sentiment d'abandon. Donc, le jour où Osuna se balade sur la plage en criant « Je ne suis plus toute seule, je ne suis plus toute seule », c'est qu'elle sent quelque chose de l'ordre de la présence qui lui arrive. Et elle va inventer ou créer, je ne sais pas, elle va inventer un personnage qui va s'appeler Presencia, qui va lui tenir compagnie pendant des mois. Et elle va faire comme si Presencia était là, présente. Elle aurait envie que ses parents mettent une assiette de plus. Ça, c'est l'ami imaginaire. Voilà, c'est le double en fait. Hein. C'est un désir de double, tellement on a besoin d'un témoin à ce grandissement. On a besoin de quelqu'un qui dise « Ah oui, la grand-mère, elle disait, tu as 2 petites noisettes qui poussent là, et le corps commence à changer. » Et il n'y a personne qui vous dit « Ah, tu es en train de changer. » Sauf que Osuna, quand elle danse, elle le sent qu'elle est en train de changer. Mais en dehors du moment où elle danse, personne ne lui dit « Tu es en train de changer », sauf la grand-mère qui a un œil de lynx en épluchant ses légumes dans la cuisine et qui voit quelque chose. Et donc, Presencia a un peu pallié l'absence des 2 frères? Oui, Presencia, c'est une présence. Peut-être que
Presencia aurait existé aussi, même si les frères avaient été là, mais ce n'est pas certain, parce que Osuna est vraiment reliée à un univers très vaste aussi. Elle est reliée à la mer, elle est reliée à un espace indéfini, mais c'est presque trop grand. Elle a besoin aussi de bras qui l'entourent, même si ce sont des bras imaginaires. Elle a besoin d'une présence avec laquelle elle mange, elle dort, etc. Jusqu'au jour où elle dit, ben non, finalement, c'est une arnaque cette histoire de Presencia. Elle commence à m'embêter, elle me regarde quand je me déshabille, elle m'envahit, c'est trop, allez, hop, on largue Presencia. Donc j'ai pu, en écrivant, me rendre compte que Osuna était quelqu'un qui pouvait nommer un être et le dénommer, s'en séparer si c'était plus nécessaire. Voilà. Elle utilise ce dont elle a besoin. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Grande autonomie. Ben, début en tout cas, oui. Tout à l'heure, tu nous disais à quel point tu n'aimes pas les étiquettes, hein, tout ce qui va limiter, en fait, restreindre la création. Et moi, j'ai quand même relevé des noms. Il y a Djamila, Antigone, Anne Frank. Est-ce qu'elles représentent l'engagement? Alors, il se trouve que c'est lié aussi à une période où Osuna grandit, elle devient vraiment, elle est dans, elle arrive dans la ville, dans Paris, dans la ville, V majuscule, et elle arrive donc chez un de ses frères, qui est architecte, qui est politiquement, disons, très à gauche avec tous ses copains architectes. Et ils parlent, dans leur métier, ils parlent de politique, ils parlent de l'engagement de l'architecte dans la société. Bon, moi, je n'avais jamais tellement vu les choses sous le biais de l'engagement ou avec cette étiquette-là. Enfin, je ne sais pas si c'est une étiquette, mais c'est en tout cas quelque chose qu'ils vivaient. Et je pense que écrire, c'est un engagement. C'est un engagement par rapport à soi-même. Je ne sais pas si c'est un engagement par rapport à la société et aux autres. Peut-être que oui, parce qu'on n'écrit pas que pour soi. Mais plutôt qu'engagement, je dirais que je me suis sentie concernée par les choses. Dès que j'ai entendu mes frères parler entre eux de politique, de tout ça, je me dis, ben oui, ça me concerne. Alors maintenant, est-ce que je vais descendre dans la rue, manifester contre la guerre du Vietnam ou contre la guerre d'Algérie? Non, je ne l'ai pas fait. Osuna non plus. Mais Osuna s'est trouvé relié à des histoires très fortes. Bon, Djamila Boupacha, voilà, elle a été quelqu'un de très important pendant la guerre d'Algérie. Et puis Antigone, alors Antigone, Danouille, moi j'ai baigné là-dedans pendant mes années lycée. Et puis, comment dire, oui, ce sont des figures qui sont plongées dans l'histoire et qui la dépassent en même temps. C'est là où il y a de l'universel. D'accord, oui, ça la dépasse malgré tout. Oui. Ça va avec cette quête d'absolu chez Osuna. Il faut toujours que ce soit plus, que ce soit grand, que ce soit entier. Oui. Mais l'absolu, il est dans le quotidien. Et il peut être dans le quotidien parce qu'elle a grandi et qu'elle comprend que ce n'est pas simplement en se sentant reliée au grand océan que les choses se passent. Le grand océan, il devient les rues de Paris, les quartiers, voilà, l'histoire dans laquelle elle baigne maintenant. Et justement, quand elle quitte Biarritz et qu'elle va faire ses études à Paris, elle baigne donc dans cette immense ville qu'elle découvre, ses musées. Elle va baigner du fait dans un espace et qui va être un monde de l'art pour elle. Par le biais évidemment de ses études, l'architecture, elle va découvrir la peinture chinoise, le théâtre.
qu'elle va poursuivre Mm. avec Thomas, Laure. Mm. Et quel est ton rapport, toi, Maïté, à l'art? C'est pas très simple parce que l'art, Il est disons, où? disons que l'art, c'était la vie, quoi. À ce moment-là, quand Osuna est rentrée dans un atelier de préparation au concours des métiers d'art, des arts déco, elle a ouvert déjà ses yeux à ce qu'il y avait dans les musées, quoi. Voilà, la grande peinture, la grande sculpture, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passait quand elle était devant un nu de harpe ou une peinture, je ne sais pas, d'art contemporain, etc. Qu'est-ce qui se passait? Mais l'art s'était tellement relié à sa vie que finalement, il y a une phrase que je vais me permettre de lire parce qu'elle est dans le 3e tome, cette phrase, et elle peut répondre à ta question, Cécile. C'est dans une lettre qu'elle écrit à Max, au fameux Max, qui est un fou génial, avec lequel elle s'est entretenue par lettre pendant un certain temps. Et elle lui dit à un moment donné, s'il fallait une formule, ce serait l'art et la mixture de l'amour qui est ma vie. Donc voilà, l'art est une mixture parce que dans l'art, il y a autant de choses que dans la vie, il y a tout en fait. Il y a tout, il y a de la violence, de la douceur, il y a tout, absolument tout. Et ça devient l'art devient effectivement matière aussi, matière du vivant, matière vivante. Donc entre l'art, la vie, les choses se tissent à nouveau. C'est toujours l'histoire de tissage et de quête qui n'est jamais finie. Et que l'écriture permet justement de nuancer, d'aller chercher. Voilà, l'écriture, c'est un tissage magnifique. On a abordé la danse, on vient d'aborder l'art. Donc, je rebondis sur, en effet, ta formule, l'art est la mixture de l'amour qui est ma vie. Et en effet, on a ces 3 jeunes hommes, Max, Thomas, Johan, qui vont être l'amour, l'amitié, la passion, qui en même temps semblent constituer des tremplins pour Ozuna vers autre chose, toujours une autre quête. Et je voudrais que tu nous dises ce qu'est cette autre chose et en quoi, pour toi, l'amour est une passerelle. Ben oui, c'est exactement ça. Ce qui ne veut pas dire que... pardon. Ça ne veut pas dire que ces 3 hommes ont été uniquement là pour me faire passer d'un monde à l'autre. Ils ont été de chair, de sang, voilà, des histoires de révélation du corps aussi, de l'amour et tout. Mais ce qui était formidable dans ces 3 personnages, individus, c'est que avec Max, c'était vraiment une sorte d'amitié amoureuse et en même temps spirituelle très forte. Enfin, il m'a quand même initié à beaucoup de choses. Ensuite, Thomas, ça a été l'intellectuel séduisant, voilà, qui va lui faire, lui faire comprendre que être derrière lui en mobilette et se rendre chez une copine pour passer la nuit à parler d'Artaud, c'est vraiment très très bien. Donc c'est encore une nouvelle étape. Et puis Johan, c'est la rencontre foudroyante qui brûle. Et Johan est quelqu'un qui va être de passage dans sa vie et qui va être la passion dans toute sa puissance de révélation et sa puissance de destruction. Parce que là, il y a des tentatives, pas des tentatives, il y a des tentations de mort ensemble, tellement c'est fort, quoi. On n'a plus envie de se réveiller le matin, on a envie juste de rester dans cette nuit de l'absolu où on se retrouve presque comme si on ne s'était jamais quitté. Donc, à travers ces 3 figures-là,
il y a une sorte d'exploration, en fait, de différentes formes de l'amour. Et c'est pour ça que l'art et l'amour, ça ne peut pas se dissocier. Parce que l'art, c'est une quête, l'amour, c'est une quête, et il y a toutes les formes. Donc, en fait, Osuna, c'est quelqu'un qui vit les choses en termes d'expérience. Voilà. Elle vit d'expérience en expérience. Elle expérimente, oui, tout Ouais, à fait. elle expérimente. Ouais. Et j'ai une dernière question qui m'a vraiment taraudée. Il ne faut pas que tu nous révèles tout, hein. Faut Ah lire, non, non. faut lire ces 3 volumes. Mais la grand-mère en parle, Amachi, et puis Osuna va l'expérimenter aussi. Qu'est-ce que c'est que ce dragon? Qu'est-ce que Ah, c'est que ce dragon qui est aussi le titre du 3e volume, mais oui, Rue du Dragon. Donc, qu'est-ce que ce oui. dragon a été? Qu'est-ce que c'est que ce dragon? Alors déjà, Amachi, c'est la figure de c'est la figure de la conteuse basquaise, très silencieuse. Mais quand elle parle avec Osuna, elle parle de choses dont elle parle à personne. Et elle raconte à Osuna des choses qui sont de l'ordre de l'incroyable. Et c'est elle qui va dire, mais tu sais, quand on va quitter Ivry et quand on va arriver au pays du bon air, à Biarritz, là-bas, j'ai un ami. Et cet ami, c'est un dragon. Il s'appelle Dragon de Luz, L-U-Z, comme Saint-Jean-de-Luz. Luz, c'est la lumière, c'est formidable. Et évidemment, Osuna comprend absolument rien à cette histoire de dragon, qui est l'ami de sa grand-mère. Et puis, la grand-mère Amachi, elle va tellement lui raconter le dragon, elle va en faire le portrait, que ce dragon va devenir une divinité protectrice. Et Osuna, quand elle arrive à Paris, elle se sent protégée par ce fameux dragon, c'est-à-dire par la grand-mère en fait. La grand-mère ne la quitte pas, même si elle est morte. Et c'est le dragon qui est la figure de remplacement, non, mais enfin, qui est l'envoyé d'Amachi. En fait, c'est l'envoyé d'Amachi qui va protéger Osuna. Et il y a une autre figure qui est très importante aussi, Oui. C'est la figure du loup. Oui. Donc, il y a le loup et le dragon dans cette histoire. La première fois que le loup débarque dans la vie de la petite fille, eh ben, c'est un moment très particulier que peut-être beaucoup d'enfants ont connu. Voilà, elle est un peu constipée, on lui donne un suppositoire, et puis quand ça va se faire l'histoire, eh ben, ça va demander un certain temps. Alors on lui met à côté d'elle des petits livres illustrés et on lui met le petit chaperon rouge. Oui, elle est sur son pot, c'est ça, il me semble. Elle est sur son pot, tranquille, elle attend, elle attend. Et elle ouvre le petit chaperon rouge. Et c'est un petit livre que j'ai essayé de retrouver et que je n'ai jamais retrouvé. Un petit livre carré, toutes les illustrations sont en sépia. Et donc, elle voit ce loup, elle voit ce chaperon rouge, elle voit la grand-mère dans le lit avec le loup, etc. Et ce loup, il est dans une forêt sépia, avec tous les tons de sépia, de marron, d'ombre, etc. Voilà. Et ce sont deux animaux qui vont la suivre, voilà, et qui vont être des sortes de divinités fécondantes. Ok. Et écoute, pour la petite anecdote, on a dû avoir le même livre parce que moi aussi, le petit chaperon rouge, c'était sépia. Oh, Écoute, c'est pas voilà. Oh là là, magnifique. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, Nathalie, ou pas? Moi, j'ai des questions, mais si tu n'as pas fini, vas-y, vas-y. Non, sinon j'aurais lu un passage que j'aime beaucoup, mais Ah, mais vas-y, tu peux lire un On a passage. le temps de répondre aux questions? Oui. D'accord. Alors, rapidement. Sans entendre la langue de Maïté. Alors, c'est dans le 3e volume, page 82. Claude, dites-moi, si vous avez retrouvé dans quelques archives la trace d'une jeune fille qui s'était replusse par folie d'amour,
Dites-moi si elle s'est retrouvée plus morte que vive à l'intérieur d'elle-même, sans besoin d'aucun mur, prise et imprenable à toute autre folie. Et dites-moi si figurait la trace conjointe d'un jeune homme disparu, enfui, enfoui, dans la perte, et dites-moi si quelques bêtes de confusion se glissaient entre passion et amour, ronronnant la nuit, rampant le jour, à l'aise sous ses écailles. Ces derniers temps, la monstrueuse me fait la gueule, une gueule béante au croc comme des lames. Tu t'exaltes, semble-t-elle me dire. Ton esprit s'échauffe, tes yeux dérivent vers les étoiles, mais le choc est trop fort pour la jeune amoureuse que tu es. Jeune amoureuse, moi, mais j'ai 1000 ans, 10 000 ans dans mes veines. Prends-moi seulement entre tes ailes d'écaille, transporte-moi là où vivre est possible sans renoncer à l'attraction naturelle des âmes, ou enfin dépouillé de ces oscillations qui m'épuisent, car j'aime deux hommes, deux entiers, deux chemins qui m'écartèlent, je n'en peux plus. Et j'aurais voulu finir. Non, je vais m'arrêter là parce que c'est très très beau et ça évoque plein de choses que tu viens de nous dire. Et voilà, j'adore. Allons aux questions. Moi, avant qu'on passe aux questions, je voudrais que Maïté nous donne un résumé de ces 3 livres. Alors, on part de 1950 pour s'arrêter à 1967. Oui. Comment, pour que nos amis spectateurs voient bien ce Mhm. qui se passe, comment résumeriez-vous cette histoire? Alors en fait, Même pas une minute, hein, vous avez Maïté, c'est une... il s'agit de 3 temps qui sont des temps par lesquels on est tous passés. L'enfance avec les faux beaux jours, l'adolescence avec Grand Mystère et la prime jeunesse avec Rue du Dragon. Donc ce sont 3 temps qui chacun contiennent des aventures, des découvertes, etc. Et qui vont ces découvertes, etc., vont retentir d'un âge à l'autre, d'un espace et d'un temps dans l'autre. Donc, il s'agit bien de 3 moments, de 3 espaces, de 3 temps, avec chacun leur récit. Enfin, et le fil rouge qui traverse ces 3 tomes, c'est vraiment une histoire de grandissement. Je appelle ça comme ça parce que je ne sais pas comment dire autrement, mais qu'est-ce que c'est grandir? Qu'est-ce que c'est expérimenter la vie quand on est un enfant, qu'on grandit, qu'on sait qu'il y a de l'avenir, mais on ne sait pas lequel. Et donc, on ne sait rien, mais on expérimente tout. Et tout devient un merveilleux mystère et une merveilleuse expérimentation, en fait. Voilà. Parfait, c'est très bien. Je ne sais Alors, pas si c'est un résumé. je vais prendre la première question de Suzanne. Quand vous regardez cette trilogie, ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez écrit ou la fiction a pris le pas sur la mémoire? Est-ce que vous avez écrit? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez avoir vécu? Alors, en fait, cette fiction, ça n'est pas quelque chose que je n'ai pas vécu. C'est-à-dire, s'il y a de l'imaginaire dans cette matière qui est la biographie au départ, s'il y a de l'imaginaire, c'est qu'il y a la possibilité de faire ressurgir des choses. C'est-à-dire que fiction et biographie, c'est encore une étiquette, hein, l'autofiction, mais c'est une et même chose. Les choses ne sont pas séparées et la fiction ne vient pas faire oublier la vie vécue. La fiction, c'est du vécu. Alors, il y a des questions concernant combien de temps avez-vous mis pour écrire cette trilogie? Alors en fait, c'est une question difficile parce que j'avais écrit ça il y a des années, des années, des années. J'avais écrit une première mouture où il y avait tout, mais il y avait trop de tout. Alors j'envoyais à des éditeurs qui me disaient non madame, ça ne correspond pas, nanana. Donc quand j'en ai eu marre de recevoir ça ne correspond pas, j'ai mis ça dans un tiroir et je ne m'en suis plus occupée. Et puis il se trouve que j'ai rencontré il y a 2 ans une éditrice qui a d'abord publié un poème qu'elle a aimé.
Ensuite, elle m'a demandé si j'avais autre chose et je lui ai dit, bah oui, j'ai un manuscrit dans un tiroir. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à ressurgir et à se réécrire. Et donc, j'ai mis 2 ans, en fait, pour travailler vraiment cette patte. Voilà, ça a mis 2 ans, en gros. Alors, je vais montrer à l'écran parce que il y a une unité sur ces 3 livres, c'est la couverture. Oui, Et je voudrais qu'on la voie. Voilà, vous allez la voir. Donc, c'est un oui, collage que vous avez fait vous. Et oui. je voudrais que vous nous parliez de ce collage. Pourquoi avoir choisi déjà le même visuel sur les 3 livres? Alors, pour moi, ce visuel, c'est un collage que j'ai fait une après-midi aux côtés d'une de mes petites filles. On était en train de faire des collages toutes les deux et ce collage est venu. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que c'est le seul collage de cette nature que j'ai fait. Et ce collage, pour moi, il contient tout. Il contient la petite fille qui danse sur le monde. Il contient les voyages, euh, des petits personnages en bas qui se tiennent par la main et qui semblent faire une farandole. Et puis, il contient 2 petits enfants en bas à gauche qui courent et qui jouent apparemment à quelque chose. En haut à droite, il y a Ibis, enfin, il y a un dieu égyptien qui est aussi un dieu de la sagesse, du mystère, etc. Et puis à gauche en haut, il y a la ville, il y a les lampadaires, etc. Et en haut, au-dessus de la petite fille qui danse sur une roue, qui est en fait la roue de la vie, ou le monde, au-dessus, il y a un personnage qui est, voilà, personnage qui est pris dans une sorte d'auréole, qui est souriant et qui est une sorte de vamp ou de femme des années 50, on ne sait pas trop, mais qui est rayonnante, voilà, qui est rayonnante et qui rayonne, voilà. Et donc, du coup, là-dedans, je me suis dit, mais il y a tout ce dont j'ai envie de parler et tout ce dont je parle dans ces 3 volumes. Et donc, je me suis dit que ce n'était pas la peine de chercher des choses différentes, que ça allait être du coup l'unité qu'il allait y avoir aussi entre les 3 tomes. Alors, il y a une question de Caroline. Vous parlez avec une grande distance d'Ozuna. Est-ce que vous aviez cette distance à votre vie à l'époque ou une sensation d'être différente et de ne pas savoir pourquoi? Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt une sensation d'être différente, de ne pas savoir pourquoi et de me demander comment vivre ça. C'est vraiment ça. Quel rapport vous avez avec le Pays basque, Maïté? Bah alors, c'est un rapport très mystérieux parce que le Pays basque est celui où est née ma grand-mère, où ont vécu enfin mes grands-parents maternels. C'est un pays où il y a des montagnes, où il y a la mer, où il y a des côtes. Enfin, moi, j'ai adoré me balader dans Biarritz. J'étais toute petite, personne ne me demandait où j'allais, quand est-ce que je revenais. Et donc, je découvrais toutes ces plages. Et quand j'étais sur les plages à Biarritz, je voyais l'Espagne, les côtes de l'Espagne. Donc, tout ça, c'était une sorte de pays, voilà, de pays où il s'était passé aussi des choses. Ma grand-mère me racontait le Pays basque quand elle était jeune, etc. Et puis, le Pays basque espagnol. Donc ça, c'est le côté Villacampa, c'est l'Espagne de mes ancêtres espagnols. Mais vous avez un prénom basque. Et j'ai un prénom basque. Alors moi, je vous ai lu avec beaucoup d'attention. Je voulais savoir si, encore aujourd'hui, vous écoutiez le jeu. Alors maintenant, ça s'appelle plus le jeu des 1000 francs, ça s'appelle le jeu des 1000 euros. Ah, pour moi, ça a été l'horreur absolue, le jeu des 1000 francs, parce qu'on Oui, était au j'ai tout stade avec mes compris. parents, voilà, et puis on a ouvert la radio, et même si j'avais moi des trucs à dire, je ne pouvais pas les dire parce qu'il y avait Lucien Jeunesse qui posait ses questions à 2 balles, là. Je n'en pouvais plus. Ah non, c'était l'horreur. Ouais, j'ai cru comprendre que ça vous avait marqué parce qu'il y a un Ah passage oui, dessus oui, qui est non, assez pas aimé. drôle. Et après, vous évoquez le cinéma. Alors, je sais que vous avez écrit des chroniques pour une revue. C'est quoi? C'était une revue de cinéma, c'est ça? C'était une revue de cinéma. Et puis, oui, j'ai écrit pas mal d'articles. Hein, et puis, j'ai écrit un livre qui a été la fin de mes études de maîtrise de cinéma, en fait.
Alors justement, Voilà. par rapport au cinéma, Et ce livre s'appelle La figure de l'ange au cinéma. qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma d'Alain Resnais? Alors, ce que j'aime particulièrement dans l'année dernière à Marianne Bad, parce que c'est vraiment ça pour moi, le cinéma de Resnais, c'est comment dire? C'est un mystère ce film, c'est un mystère total. C'est une espèce d'équation non résolue. C'est une rencontre dont on comprend presque rien, enfin, on ne comprend pas très bien si, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a du temps, voilà. Ce que j'aime, c'est qu'il y a du temps, il y a de l'espace, il y a une certaine géométrie aussi du décor qui fait que les personnages sont presque des pions sur un échiquier, on pourrait dire ça. Et en même temps, il y a cette mémoire constante qui est questionnée, je trouve ça admirable. C'est comme vous l'évoquez dans Grand Oui, Mystère. oui, oui. Alors, Marc, lui, a lu votre biographie et il a vu que vous aviez une maîtrise d'histoire de l'art contemporain. Et il Oui. se demande qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie avant d'écrire des livres. Alors en fait, j'ai toujours écrit, mais j'ai écrit, j'avais 2 ou 3 vies en une journée, puisque j'avais deux enfants. Et en fait, j'ai travaillé au CNRS pendant très longtemps. Et j'étais ingénieure au CNRS dans un département qui s'appelle Sciences de l'homme et de la société. Et j'ai eu la chance d'arriver dans un laboratoire, un premier labo. C'était un laboratoire d'anthropologie, de linguistique, de tradition orale. C'est-à-dire que j'ai été tout de suite dans un bain où dans le monde, il y avait des peuples qui parlaient, qui avaient des langues, mais qui n'avaient pas d'écriture. Et ça m'a semblé tellement extraordinaire de penser que si tous ces gens disparaissaient à un moment, à un endroit donné, il n'y aurait plus de langue. Et donc ce laboratoire allait à la recherche de ces langues non écrites pour en écrire des grammaires, des traductions, enfin, voilà. C'était incroyable. Et, voilà. Et puis, j'ai travaillé aussi dans une équipe qui s'intéressait au surréalisme, donc ça, c'était encore une autre histoire. Et c'est ça qui était bien dans cette vie au CNRS, c'est qu'on pouvait transiter dans une vie par plusieurs types de connaissances, quoi. Et c'était très intéressant. Laurence demande, elle sait que vous faites des ateliers d'écriture. Est-ce que Mmh. vous appliquez à vous-même les conseils que vous donnez à vos élèves? Ah bah oui, Élèves complètement. entre guillemets, mais Ah bah oui, complètement. On marche ensemble là, hein. Quand on est dans l'atelier, on marche ensemble, on écrit ensemble, et je pourrais pas proposer des consignes que j'aurais pas envie d'expérimenter. Ça, c'est pas possible. Donc les histoires de comment il faut écrire et tout ça, c'est pas ma question du tout. Ça l'a jamais été en atelier, c'était présenter des textes, des auteurs, lire des choses, et puis se lancer, quoi, se lancer et voir ce qu'il en résulte au bout d'1 heure et demie. Et c'est toujours absolument incroyable, incroyable. Les en gens qui parlant, ah oui, en parlant de lecture, est-ce que Maïté, vous pouvez nous faire un conseil de lecture? alors, ah oui, j'en ai préparé j'en ai préparé un premier, Un bûcher sous la neige. Vous le voyez? Reculez parce qu'on ne le voit pas bien. Voilà, stop, ne bougez plus. On le voit là? Ouais. Ouais. Un bûcher sous la Et neige, il n'y a pas Suzanne longtemps. Fletcher. Alors voilà, ça se passe en Écosse au XVIIe siècle. C'est Et génial. c'est l'histoire d'une enfant qui est taxée de sorcière et qui en fait est une guérisseuse. C'est magnifique. C'est Les chez deux, J'ai lu, hein. J'ai lu, je crois, de mémoire. Hein. oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez rappeler l'auteur? C'est une Suzanne Fletcher. Suzanne Fletcher. Mais de toute façon, je remettrai les références sous la vidéo. Donc, Voilà. Suzanne Fletcher, Ensuite, alors le deuxième livre que je trouve fabuleux, c'est le premier livre d'une écrivaine qui s'appelle Dima Abdallah. Voilà, publié chez Sabine Vespizer. Mauvaises herbes. Mauvaises herbes, fabuleux. C'est Beyrouth et c'est le lien
très, très puissant entre entre un père et sa fille. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il faut vraiment le lire, quoi. C'est éblouissant de justesse, d'une écriture magnifique aussi. Et alors, celui que je viens de lire, qui est formidable, Marie Richeux, Sage-femme, 2021. Toujours chez Sabine Levesque-Pizer. Hein. Ouais. Parfait. Ouais. Et ça, c'est une espèce d'enquête que mène Marie Richeux par rapport à la lignée à laquelle elle appartient, lignée de femmes qui ont souvent été des filles-mères. Et donc, elle fait tout un travail de recherche sur ces histoires de filles-mères. Voilà, c'est très, très, très beau. Parfait. Alors moi, mon conseil lecture, alors là, il n'y en a que 2, mais n'oubliez pas qu'il y en a 3. Donc, allez en librairie, vous pouvez Alors, aller... le premier, c'est celui-là. Hein. Voilà. Les Faux Beaux Jours. Voilà, donc ça sera les mêmes couvertures. Vous pouvez aller en librairie, vous pouvez aller aux Oiseaux Rares à Paris, vous pouvez aller au Roi Lire à Sceaux, et dans toutes les librairies, vous allez commander à votre libraire. Voilà, c'est aux éditions Unicité. N'hésitez pas. Un grand merci Cécile, parce que c'était une très belle animation médiation. On n'a pas l'habitude d'avoir des gens aussi précis. C'est différent que d'avoir des libraires. Moi, j'étais ravie de vous entendre. C'était passionnant. D'ailleurs, il y avait des commentaires en ce sens, comme quoi c'était intéressant de vous entendre, Maïté, parler de votre travail, très bien aiguillé par les questions de Cécile. Donc, un grand merci. Avant de vous donner le mot de la fin, on se retrouvera le 31 mai avec une soirée avec les finalistes, les 5 finalistes du prix Orange du livre 2022. Maïté, je vous laisse le mot de conclusion, si vous le voulez bien. Le mot de conclusion, eh bien, d'abord, merci de m'avoir permis cet exercice parce que ce n'est pas habituel du tout. Et merci à ce site d'exister, qui est un site de rencontre vraiment très passionnant. Et je voulais remercier Frédéric Deguel, je voulais remercier Nathalie. Et bonne vie et longue vie à ce site. Merci beaucoup. Un grand merci Cécile d'avoir été avec nous ce soir. Bonne route à la trilogie d'Osuna, allez en librairie. Et merci beaucoup. Très bientôt. Mesdames, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite, j'espère. Merci.